Bonjour à tous, je suis Colorielle, je suis thérapeute, hypnothérapeute et lithothérapeute et je fais de l'accompagnement pour les flammes jumelles et pour les personnes en lien d'âme et en parcours spirituel. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des transmissions de qualité, de défaut, de patrimoine génétique, les transmissions de blessures en transgénérationnel et plus particulièrement de ces passations qui peuvent se faire entre les générations, entre les lignées de femmes, entre les grands-pères, fils, petits-fils, grand-mère, mère, petite-fille. Je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir très souvent sur un parcours d'éveil à purger des blessures ou des situations très complexes depuis des générations. C'est-à-dire que dans mon cas, j'ai géré énormément la difficulté d'être comprise, d'être entendue, d'être respectée par rapport à la parole, l'abus de parole, c'est-à-dire qu'on pouvait considérer ne pas être entendu, la difficulté à l'être, et surtout à se faire entendre lorsqu'on s'exprimait. C'était pas seulement pouvoir dire son mot, c'était pouvoir être soutenue, comprise et aidée, voire même que le message passe d'une manière très claire. Cette difficulté-là a été redondante dans tout mon parcours. J'ai eu beaucoup de mal à me faire entendre et pendant très longtemps, pour combler cette difficulté, je redoublais de paroles, de mots, de débit de paroles, de ton et d'affirmation, parce que pendant très longtemps j'ai pensé que pour être entendu, il fallait parler fort, il fallait parler vite, avec beaucoup d'affirmation. Et je me suis rendu compte que pour être entendu, il faut parler juste. Et peu importe la vigueur du ton, il faut être dans l'affirmation, dans l'assurance, dans la certitude, la justesse d'une parole utile, vraie. À partir du moment où on peut exprimer cette vérité du cœur qui vient vraiment du plus profond de nos tripes, le message va passer et aura beaucoup plus de chances d'être entendu, compris, soutenu et accompagné. Au préalable, effectivement, j'étais un moulin à paroles, avec un ton relativement incisif. J'ai découvert ce test, cet essai chez moi de me faire comprendre lorsque j'ai vu aussi ma fille être capable de reproduire un schéma très proche de celui que je pouvais avoir mis en place moi-même à son âge. C'est-à-dire que vers 18-20 ans, je parlais vite, avec certitude, j'assénais des vérités à tous. Je m'octroyais le droit de penser que j'avais raison. Et tous ceux qui se mettaient sur mon passage ou qui n'étaient pas de mon avis étaient de toute façon des personnes sans gros intérêt, négligeables et relativement... comment dire, c'était pas du tout une épreuve pour moi que de les confronter ou que de leur dire que j'étais pas d'accord, puisque de toute façon, si on n'était pas de mon avis, ça n'avait pas d'intérêt pour moi. Mes valeurs étaient primordiales et elles pouvaient prévaloir contre toutes les autres. J'étais convaincue, j'étais dans des enfermements de certitude et de croyances limitantes et erronées qui ont, je pense, jalonné mon parcours pendant de nombreuses années, m'amenant à être certaine que
j'avais raison. Et je comprends aujourd'hui combien je me trompais. Plus quelqu'un devient sage, moins il a de certitude. Plus il est dans le doute. Il sait au fond de lui ce qui peut raisonner, ce qui est bien et ce qu'il faudra avoir comme posture, et il le recherche, mais il ne va jamais dire je suis sûre que, je suis certaine que c'est moi qui ai raison. Il va dire je pense, je crois que, de plus en plus je pense que, je crois que. Très souvent, il sera beaucoup moins affirmatif, cette personne sage sera beaucoup moins affirmative, alors même qu'elle a trouvé une justesse de position, une assurance, une rayonnance et une bonne place qui est la sienne. Elle aura beaucoup moins finalement de force à imposer son jugement parce qu'elle sera toujours dans le respect de ce que pense l'autre et dans l'accueil d'une idée différente en se disant il ou elle peut penser ça, il n'y a pas de souci. Peut-être que ce n'est pas le moment pour lui de le voir autrement, c'est son parcours et c'est très bien, c'est ok. Au fur et à mesure que j'ai grandi et que je me suis rendu compte que beaucoup de mes idées préconçues, des valeurs qui étaient les miennes et de ce que l'on m'avait inculqué depuis que j'étais toute petite pouvaient s'écrouler, d'abord j'ai été dans la stupeur, dans le déni, en me disant mais non, j'ai du mal à comprendre, puisque finalement la vérité gagne toujours et l'honnêteté aussi, ça ne peut pas se passer comme ça. Je ne peux pas ne pas réussir si je mets en place tout ce qui m'a été donné, toutes mes cartouches avec droiture, avec même, je dirais, trop de droiture, une forme de contrôle dans la volonté d'être trop honnête. Forcément, ça va marcher. Et en fait, bien souvent, certaines de ces valeurs sont assez justes, bonnes ou véritables, mais elles ne sont juste pas bien positionnées. Et vous allez les recaler, les réorienter pour que tout ça prenne sa place. Ça veut dire très souvent que tout ce que l'on a toujours cru n'était pas du tout placé de la bonne façon. Et que la plupart de nos convictions sont totalement fausses, la plupart de nos croyances, de nos illusions. Et le plus difficile va être de reformater, de descendre de ces illusions, d'accepter les désillusions, d'accepter les échecs, d'accepter toutes ces expériences traumatiques de trahison, d'injustice, qui sont très fortes en général, et aussi d'humiliation, de rejet, d'abandon, de culpabilité, de honte. Toutes ces expériences qui vont être vécues dans beaucoup de domaines vont justement être là pour nous faire comprendre que l'on s'est complètement trompé et que l'endoctrinement sociétal, parental, éducationnel et même de notre lignée, lorsqu'on arrive sur Terre, on se trouve imprégné de tout ce qui a été aussi génétique et de nos ancêtres, indépendamment de nos vies précédentes. Donc on a un petit mélange, une sorte de cocktail sur mesure qui nous montre que finalement, on va être baigné de toutes ces énergies-là qui vont perturber l'émergence et la rayonnance de notre véritable personnalité, de notre essence profonde. Et pour renaître à ce que l'on est vraiment, à nous-mêmes, à notre vraie rayonnance primordiale, on va devoir se défaire de toutes les couches qui nous ont été mises depuis la toute petite enfance et même l'héritage de ces lignées et de ces histoires transgénérationnelles oubliées pour la plupart du temps lorsque l'on arrive sur Terre. Je me souviens d'une histoire qui racontait, je ne sais plus dans quel film c'était, dans quel livre, que lorsqu'on arrivait sur Terre, un ange nous passait l'index au-dessus de la bouche, ce qui créait ce sillon. Et c'est ce qui nous faisait oublier tout ce qu'on avait vécu avant
pour être en quelque sorte vierge et commencer une nouvelle incarnation terrestre dans l'apprentissage. J'avais trouvé cette image très belle et troublante et en même temps, pour moi, ça n'avait pas de sens au moment où j'avais eu cette information puisque pour moi, on savait ce que l'on avait à savoir. Ce n'est que bien après que j'ai compris que, effectivement, en croyant à la réincarnation et en de nombreuses vies qui nous amènent sur Terre pour apprendre, cette étape de venir sur Terre et de s'incarner avec une nouvelle âme en tant que bébé dans le ventre de notre maman allait être très importante, puisqu'effectivement, si on avait toutes ces connaissances avec nous et qu'on pouvait les garder, notre façon de penser serait tout autre et quelque part, on cheminerait beaucoup moins efficacement par rapport aux apprentissages et au fait de se défaire de toutes ces couches que l'on nous a mises au départ. Puisque le vrai travail va être de surmonter tout ça et d'émerger, de laisser émerger la véritable partie noble de qui l'on est, comme une renaissance de phénix. Cette image est très souvent utilisée. Donc on grandit, on passe par cet apprentissage à l'adolescence et lorsqu'on est jeune adulte, et puis en tant que jeune adulte, on va apprendre dans le milieu du travail aussi à se faire une place. Ça va être plus ou moins facile, il y aura beaucoup de messages et de trahisons. Et puis arrive l'époque qui est à des âges différents selon les personnes et le karma, selon ce que l'on a choisi, selon ce qui est inscrit dans les annales akashiques, on sera finalement mère ou père plus ou moins jeune, et tout ça est parfaitement en ordre. Pour ma part, j'ai été maman à 29 ans et une seconde fois à 31 ans, et je voulais vraiment ces bébés. J'ai même fait tout un parcours de fécondation in vitro assez souffrant pour le premier, que je voulais vraiment, et qui était le bébé attendu de l'amour. Pour le second aussi, mais il est venu naturellement, elle est venue naturellement, et c'est pour ça qu'elle a un nom de fleur, puisque c'était un véritable cadeau. Mais pour en revenir à cette étape, au moment où je suis devenue maman moi-même, c'est comme si j'avais basculé dans une autre partie de ma vie. J'avais passé une porte, un sas, et je devenais moi-même consciente que j'avais d'autres personnes qui dépendaient de moi, dont j'avais à m'occuper, que j'avais à prendre en charge, à protéger et à élever, à éduquer, et qu'eux-mêmes feraient le même parcours que moi de s'émanciper de ce que je leur donnais pour devenir eux-mêmes. Mais avant de comprendre tout ça et de cette manière-là, j'ai d'abord été une jeune maman et ça a été très compliqué. J'ai eu des relations très compliquées avec mon fils que je n'arrivais pas à connecter. J'avais beaucoup de mal, on ne se reconnaissait pas, lui et moi. Aujourd'hui, on pourrait expliquer que j'ai fait un terrible baby blues et que c'était difficile de surmonter ça. Mais tout simplement aussi, j'ai découvert que mes enfants étaient à haut potentiel intellectuel. Et après, par la suite, j'ai même découvert que mon fils était à haut potentiel émotionnel, puisqu'il a fait le test de Rorschach, qui est le test des tâches qui sont en miroir, et on vous demande mais que vois-tu, qu'est-ce que tu vois dans cette image, dans ce dessin, et là on dit tout ce qui nous vient et qui n'est jamais anodin. Il a fait ce test parce que pendant plusieurs mois, on s'est posé la question de savoir s'il était effectivement autiste Asperger ou même schizophrène. On avait une forte présomption de schizophrénie, on a même pensé à un moment qu'il était peut-être en retard ou décalé, puisqu'à l'école c'était catastrophique. Il ne s'intégrait dans aucune classe, socialement c'était extrêmement complexe. Et ça a été vraiment difficile jusqu'au moment où on a choisi de leur faire des tests d'évaluation intellectuelle, puisqu'en France, contrairement à beaucoup d'autres pays, on ne teste quasi que cette partie-là, la partie émotionnelle à l'école. Le QE n'a pas d'intérêt,
ne classifie pas les enfants, on les juge et on ne sélectionne les parcours d'apprentissage que par l'intellectuel et indépendamment de la maternelle, de la primaire et même ensuite, on ne juge les personnes que par leurs aptitudes intellectuelles et absolument pas par l'émotionnel, ce qui est très dommage. Des méthodes comme la méthode Montessori arrivent enfin à une autre forme d'apprentissage et j'en suis très heureuse puisqu'à l'époque j'ai dû choisir de maintenir mes enfants dans un cursus classique ou de les en sortir et on a fait le choix de les laisser dans un cursus classique mais on a dû quitter le public qui était plutôt mon choix et notre choix puisqu'on souhaitait une école publique. Ça n'a pas du tout pu fonctionner, ça aurait pu dans d'autres écoles peut-être mais celle à laquelle mes enfants étaient destinés, ça ne marchait pas, donc on les a mis dans le privé, non pas pour le choix de principe, mais plutôt parce que d'abord on avait la chance de pouvoir le faire à l'époque, ce qui serait beaucoup plus compliqué pour moi aujourd'hui qui fait l'apprentissage du moins ou du peu en conscience et avec bonheur, alors qu'à l'époque je gagnais beaucoup plus d'argent, même si ça ne me rendait pas heureuse, mais on y reviendra. Et donc on a fait le choix de cette école parce qu'on a trouvé résonance avec le directeur de l'époque, qui était quelqu'un de formidable, et que l'on a senti sur la même longueur d'onde et qui nous a dit, peu importe le nombre d'années à sauter, si on doit faire des sauts de classe, peu importe, l'essentiel, ça va être de faire certaines matières dont ils sont capables. Et en l'occurrence, c'était pour mon fils, mais ça aurait pu être pour ma fille aussi. Et je sais que cette explication va trouver résonance chez beaucoup, puisque très souvent dans les parcours d'éveil spirituel, et particulièrement pour les flammes jumelles, on est déjà à haut potentiel intellectuel, souvent sans le savoir, parfois dans le déni de l'être, surtout pour les yin, qui ne se reconnaissent pas comme on avance et qui vont se défendre farouchement de l'être. Alors que pour les yang, ça va plutôt être une fierté, voire même une dérive dangereuse, puisque ce n'est pas forcément une chance ni une facilité. Mais on y reviendra. Me concernant, j'avais aucune conscience de l'être. Je pensais même ne pas forcément l'être. Je voyais que je raisonnais autrement, que dans une partition musicale ou un morceau de musique, je pouvais isoler quasiment les instruments. J'avais une forme d'oreille absolue qui m'a perturbée quand j'étais plus petite, mais j'avais pas du tout conscience d'y arriver plus vite. J'ai réussi mes études et j'ai pu obtenir les diplômes que je souhaitais, mais je n'ai pas fait de hautes études et je n'avais aucune conscience de mon potentiel. Je l'ai découvert au moment où mes enfants ont été diagnostiqués précoces, parce qu'en mettant une étiquette sur eux, qui reste une étiquette et peu importe, j'ai fait un test en ligne. Moi, j'ai pas eu le cran d'aller voir, en l'occurrence, quelqu'un de spécialisé comme eux. C'était un pédopsychiatre qui leur a fait passer les tests. Je n'ai pas fait ça pour moi. J'ai fait un test en ligne et je me suis rendu compte que moi aussi, de manière moindre que mes enfants, mais que moi aussi, j'étais à haut potentiel intellectuel. Ça a été un choc de le découvrir et puis après, j'ai compris aussi pourquoi nos relations étaient si compliquées, entre nous d'abord dans la famille et puis avec les autres, et ce que ça pouvait créer comme rupture sociale, comme difficulté notoire à se faire entendre et à se faire comprendre. J'ai petit à petit aussi pu affiner que ma blessure d'abus de parole n'était pas que sur l'abus de parole, c'était aussi un travail énorme, énergétique de toute ma lignée sur l'abus physique qui avait pu être dans mon histoire auparavant, puisque je ne l'ai pas vécu. Ça a été une longue recherche et un long travail pour sortir de cette peur d'être agressée. J'ai été poursuivie, ça m'est arrivé dans la rue, même harcelée, mais j'ai toujours pu m'en sortir, je dirais, avec une énorme peur de ça qui était résonante en moi. J'allais voir des spectacles qui parlaient d'abus. Je me tournais vers cette orientation-là. Ça résonnait tellement fort. Je me retrouvais à des spectacles sans savoir que c'en était le thème,
et en larmes en train de purger des tonnes de choses concernant ces sujets. Et je me suis rendu compte que j'avais à apprendre de cette blessure pour aussi aider les autres à la gérer et qu'en la travaillant moi, j'aurais cette énorme chance de permettre à ma fille de ne pas l'engrammer et de ne pas la voir et que cette étape s'arrête à ma génération à moi et qu'il n'y aurait plus de transmission. Et j'ai remercié pour ça. Par la suite encore, je me suis rendu compte que moi, j'avais vraiment souffert de cette peur et que j'avais réussi à la surmonter en plusieurs fois, que ça avait été compliqué. Mais dans les échanges, j'ai à nouveau retrouvé des difficultés de compréhension et de confiance avec mes propres enfants. Ils ont grandi. Pour mon histoire personnelle, ils sont adultes. Et j'ai réouvert une nouvelle page de difficultés à gérer, tout comme mes parents ont probablement pu ouvrir ces pages-là avec notre famille à nous et découvrir qu'une personne qui devient adulte s'émancipe d'une partie de ce qu'on lui a inculqué, pas du reste en général, sauf dans un parcours spirituel où elle va vraiment renaître à elle-même, devenir cette magnifique personne qu'elle est déjà, et elle va pouvoir se défaire de tout ce qui ne lui ressemble pas. Dans mon cas et dans ma famille, ça a été très complexe, puisque mes parents ont eu 2 filles, et ces 2 filles sont flammes jumelles, une yin, une yang. Et donc l'apprentissage de les voir émerger après la cinquantaine, dans notre cas, à une nouvelle identité se fait pour les 2. Et c'est très compliqué. Je fais d'ailleurs un énorme bisou à ma maman qui vit ça et pour qui je sais c'est assez complexe. Et je la remercie de sa tolérance, de son ouverture d'esprit à accepter une personne comme moi et des enfants comme nous, et de me laisser cheminer malgré toute la difficulté profonde que ça peut représenter pour elle. Et je me félicite aussi d'avoir su m'adapter à elle et à son fonctionnement et d'avoir trouvé des positions plus douces pour nous deux et dans l'amour parce que c'était pas gagné étant donné tout ce qui pouvait nous séparer. Je l'ai déjà dit auparavant, j'ai perdu mon papa quand j'avais 38 ans, donc je me retrouve en solo avec ma maman depuis de nombreuses années. À la suite de ma croissance d'âme et de vie terrestre aussi, j'ai donc découvert ce que c'était que d'avoir des enfants adultes. Et j'aimerais parler de ça aujourd'hui parce que, à nouveau, parfois, ceux qui me font le plus travailler à laisser émerger la personne que je suis et me défaire de ce qui ne me convient plus, eh bien, ça peut être mes enfants. C'est assez souffrant tout de même, puis ça peut être l'extérieur, les amis, le travail, les relations, des clients, nos enfants, notre lien d'âme. Ça peut être n'importe qui réactive des choses souffrantes et nous fait travailler. Et dans mon cas, mes enfants ont largement participé à ce que je change de posture et d'attitude pour devenir une personne plus posée, moins hurlante, moins dominante, moins imposante, voire même intimidante, puisque j'étais dans ma polarité yang, pardon, quel lapsus, désolée, et comme je travaille beaucoup la polarité yin en ce moment, c'est pour ça que ça m'est sorti, et l'erreur est très très amusante, puisque j'étais yang, extrêmement yang, et que j'intègre du yin maintenant. J'apprends cette polarité et également les souffrances que ça peut amener pour les connaître. Et donc mes enfants m'ont toujours connue extrêmement contrôlante, voulant imposer le moment où on se voit, comment on se voit, ce qu'on a à se dire, la manière de penser, de s'habiller, d'être, de gérer les choses. Et lorsque j'ai commencé à apprendre énormément,
dans mon éveil, à apprendre de mes postures, de mes mauvais comportements, entre guillemets, parce que le jour où on s'aperçoit qu'on fonctionne comme ça, c'est pas simple. Ça s'est fait beaucoup avec mes enfants. Beaucoup par mes enfants et plus particulièrement par celui des deux, qui est yang également, puisqu'on se confrontait énormément. Avec l'autre qui est yin, il y avait une esquive de sa part à vouloir me dire mes quatre vérités, puisqu'il se disait elle changera jamais, c'est foutu, je lâche l'affaire, je me mets dans un petit coin, j'attends que ces colères passent, que ces crises de pouvoir passent, que ses remarques, que son côté plaintif de ressasser aussi les mauvais souvenirs ou les souffrances passent, et ça ira. D'un autre côté, celui de mes enfants qui avait la polarité yang voulait beaucoup plus en découdre, voulait beaucoup plus m'amener à changer, à muter et à devenir quelqu'un d'autre, et avait hâte que j'abandonne ce costume un peu de Wonder Woman qui s'en sort toujours, qui est victorieuse, qui garde la tête haute parce qu'elle savait, je pense, cette polarité yang, que c'était pas ma vraie nature et que je j'étais pas aussi forte que j'en avais l'air, que j'avais également eu beaucoup de souffrances, que ça se sentait, que j'avais du mal à trouver ma place et mon bonheur, que en couple ça ne marchait jamais et que j'ai été célibataire extrêmement longtemps après m'être séparée du papa, puisque mes enfants avaient 7 et 9 ans. Donc ça a été un très long parcours en solo, à les gérer en solo et à faire mine que tout allait super bien, alors que c'était pas vrai du tout, c'était la cata. Je m'écroulais complètement. Et ça m'arrivait bien souvent, comme je l'ai déjà dit, d'aller pleurer dans les toilettes toutes les larmes de mon corps parce que j'avais l'impression que je ne m'en sortirais pas. Mais tout ça est assez perceptible pour des enfants qui sont des éponges et qui sentent votre véritable détresse, votre véritable souffrance, vos peurs. Je pense donc avoir transmis, même si je ne le souhaitais pas, mais c'était le parcours, beaucoup de ces difficultés à mes enfants qui les absorbaient de manière très différente entre une polarité yin et une polarité yang. Chacun savait se préserver, se protéger, faire peut-être un petit peu le bouclier de manière très différente. L'un d'eux venait au combat, prenait les choses en main, assumait les choses et prenait sur son dos une partie des difficultés alors que ce n'était pas son rôle. Et d'ailleurs, il me l'a reproché après, ce n'était que juste, mais ça a été compliqué. L'autre était en protection totale, dans le déni, ne voulait pas voir et en même temps se disait elle a un petit peu raison mais peut-être pas, et mon père a un peu raison mais peut-être pas, ne voulait pas prendre part au conflit. Et finalement, tant que l'on n'a pas pu clarifier les choses entre nos perceptions, la vérité, ce qui était, et le flou dans lequel on s'installe parfois de toutes nos croyances et de toutes nos valeurs, ça a été très compliqué. On en sortira, je pense, et je l'espère, bientôt, mais ça a été un très long parcours pour nous trouver, pour que moi je me trouve, pour que les autres acceptent la personne que je suis devenue, et aussi le changement, la mutation qui a pu s'opérer en moi. C'est-à-dire que certains se sont détournés de par ces changements. Avec ses propres enfants, on ne peut pas tourner le dos comme ça, on essaye un peu. Moi, j'avoue qu'avec celui de mes enfants qui avait la polarité yang, j'ai essayé de combattre. Après, j'ai essayé d'accepter, de me soumettre. Après, j'ai essayé de trouver un entre-deux, d'être un peu dans la fuite des conflits, de la réouverture des blessures et de l'opposition pour être celui qui gagnerait. Je voulais trouver un terrain d'entente. Et c'est dans cette posture d'un entre-deux qu'on essaye de se trouver en fait. Et que probablement on pourra se trouver. Mais ce que je veux dire, c'est que très souvent, la filiation peut être également un parcours du combattant pour une flamme jumelle ou quelqu'un qui est dans un parcours d'éveil, parce que d'un côté, on est devenu parent et on comprend mieux ses propres parents, on va avoir une forme d'empathie, d'amour parental
parce qu'on va découvrir que c'est faire envoler l'enfant vers sa vie, mais ne pas le contrôler, ne pas porter trop de jugement, que lorsqu'il va émerger en tant que nouvelle personne adulte, il aura aussi droit à notre respect, à notre écoute, à notre empathie, même si on pourra l'aiguiller, essayer de lui donner quelques informations, il devra se faire ses propres expériences. Il ne nous appartient pas, pas plus que les autres personnes, pas plus que notre jumeau ou notre jumelle d'âme, pour ceux qui sont en lien de flamme jumelle ou d'âme sœur. Et clairement, on ne possède personne, jamais, et cette situation-là est valable pour toujours. Lorsque l'on a la volonté de s'imprégner auprès de quelqu'un, et c'est la volonté d'avoir ce pouvoir-là même, est une forme de possession qui n'a pas lieu d'être et dont il faut se défaire. Cette dépendance affective qui peut exister d'attendre de quelqu'un qu'il vous donne ce que vous n'avez pas, de le supplier. Moi, j'ai découvert que c'était souvent cette posture-là, c'est d'obtenir par tous les moyens un lien, un contact avec cette personne, même s'il est souffrant, même s'il est dû à de la domination ou à de la soumission excessive, puisque l'important dans le dépendant affectif est de maintenir un lien qui peut être celui de nourrir physiquement, de faire les repas, de nourrir intellectuellement le mental, de dominer par la pensée, voire même de manipuler, d'avoir une interaction en prenant les décisions avant même de demander à la personne ce qu'elle souhaite, ou pire, ce que j'ai fait pendant très longtemps et que je constate maintenant avec un sourire légèrement figé chez les autres, puisque clairement quand on identifie chez les autres ce qui est désagréable alors même que l'on l'a porté, c'est quelque chose qui est à surmonter, qui n'est pas très agréable. Avant d'en sourire pleinement, on va passer par cette espèce de grimace un peu figée, de le reconnaître chez d'autres et de se dire waouh, je faisais ça, qui est de couper la parole, voire même de parler au nom des autres. Cette grosse particularité qui est un énorme défaut chez les polarités yang, les chasers, me saute aux yeux maintenant, mais je l'ai fait pendant des années, pendant quasiment toute ma vie, puisque j'ai 53 ans et que mon parcours d'éveil a vraiment commencé il y a quelques années et plus particulièrement l'année dernière. Donc j'ai été majoritairement cette personne capable de répondre à la place des autres. Et mes enfants pourtant me guidaient, me disaient « Maman, ne parle pas à ma place. On dirait que tu penses savoir mieux que moi. Ce n'est pas à toi qu'on le demande, c'est à moi. » Et je n'arrivais pas à entendre. J'avais l'impression de le faire pour leur bien. Et surtout quand je palliais un silence d'un de mes enfants de polarité yin qui ne prenait pas la parole facilement, ne se défendait pas facilement auprès de ses profs, de ses copains, même d'une assemblée familiale. Eh bien non, je ne me rendais pas du tout service et je ne lui rendais pas service parce que je ne me sortais pas de ça et surtout, je leur imposais ça. Et pardon. Pardon du fond du cœur d'avoir fait ça. Et surtout, prenez conscience pour tous ceux qui regardent que si vous faites waouh, oui, peut-être que c'est ça, c'est moi, c'est déjà une avancée, c'est déjà un gain. Prendre conscience de ses défauts est une énorme qualité. Plus vous avancez sur votre parcours de transmission et plus vous allez comprendre ce qui a pu être dur pour vos parents, ce qu'il est pour vous et ce que peut-être vous pouvez faire pour que par rapport à vos enfants, ça ne se passe pas comme ça s'est passé. Chaque histoire est unique et vous ne changerez pas le cours des choses, mais essayez de vous dire toujours « Est-ce que là j'ai raison? Est-ce que je fais bien ?» Et petit à petit, lorsque les intuitions qui sont réelles, qui viennent du cœur et de l'âme, se font de plus en plus présentes, accordez-leur toute leur place
et ne retombez pas dans vos anciens schémas. Ce serait vraiment dommage. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais plein de bisous d'amour, mes belles âmes et mes belles flammes. Et je vous dis à tout bientôt.